maladie a commencé en 2009. Je sentais un peu la fièvre à tout moment. Mais pour moi, c'était au moins, disons, le palu. Pour dire le palu. Et on était parti à l'hôpital, dans une clinique, on nous a dit que c'est de la fièvre typhoïde. Donc, on a fait les analyses et ils ont prescrit des produits. Donc, quand je prenais les produits, ça aggravait la maladie. Le papa a décidé d'aller à l'hôpital, à Tocoin, au CHU Tocoin, pour faire toutes les analyses. C'est arrivé là, on a fait des analyses, on disait qu'on ne sait pas de quelle maladie il s'agit. C'est avant, on s'est dit de faire l'hépatite pour voir si ou bien c'est ça. Parce que les gens, souvent la maladie là, on ne croit pas que les gens ont ça, mais quand on a fait, on voyait que c'est de l'hépatite. Et on disait, oh, pourquoi cette petite fille, elle souffre de l'hépatite. Quatrième priorité de santé publique selon l'Organisation mondiale de la santé, à l'instar du VIH-Sida, du paludisme et de la tuberculose, les hépatites virales constituent en effet un réel problème de santé. Des personnes en souffrent et beaucoup semblent s'exposer à l'hépatite virale B. Quelle est cette maladie? Une fois qu'on l'a, existe-t-il une chance de guérir? Quel traitement pour l'hépatite virale B et quelles sont les mesures de prévention? Le magazine de ce soir va s'intéresser à toutes ces questions avec comme invité Dr Oscar Dalmeda, médecin-chef au département des hépatites virales du Centre régional de diagnostic médical. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Santé d'abord. Docteur Dalmeda, bonjour. Bonjour, Caroline. Qu'est-ce qu'une hépatite? Une hépatite est une maladie résultant d'une agression ou d'une inflammation du foie par un agent donné. Un agent agresseur peut être un agent chimique, peut être un agent bactérien, peut être un agent viral. Dites-nous maintenant, docteur, qu'est-ce qu'une hépatite virale B? Puisqu'on différencie un peu les hépatites virales. Il y a l'hépatite virale A, l'hépatite virale B, l'hépatite virale C, même l'hépatite virale E. Alors nous allons nous intéresser à l'hépatite virale B. L'agent causal, c'est le virus B. Le virus B est un virus assez connu depuis 1964 où il a été repéré par le biologiste Blumberg, mais partiellement. Et il l'appelait l'antigène australia. Mais aujourd'hui, on sait qu'il s'agit d'un infiniment petit qu'on ne voit pas du tout au microscope ordinaire, mais plutôt au microscope électronique. Qu'est-ce qui caractérise le virus de l'hépatite B? Ce qui le caractérise, c'est son enveloppe, qu'aujourd'hui on appelle l'antigène HBS ou antigène de surface, et surtout son noyau qui lui permet de se multiplier au sein du foie. Et c'est ce qui fait la virulence de l'affection. Est-ce qu'on peut connaître également d'autres informations sur l'hépatite B, puisqu'on parle de l'hépatite chronique, de l'hépatite aiguë? Alors, parlez-nous un peu de cet aspect-là. Bon, et en fait, c'est une définition qui est en rapport avec l'évolution de la maladie. On appelle hépatite virale B aiguë une hépatite virale donc, qui est de survenue récente et dont l'évolution ne dépasse pas le terme des 6 mois. Au-delà des 6 mois d'évolution, on parle d'hépatite virale chronique. Donc ce n'est pas parce que l'hépatite est sévère qu'elle est aiguë ou chronique. C'est le mode évolutif qui définit l'hépatite virale aiguë ou l'hépatite virale chronique. Comment est-ce que le virus s'introduit dans l'organisme? L'agent causal, qui est le virus B, va aller du sujet porteur, donc malade, au sujet sain. Maladie transmissible, donc contagieuse. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le mode de transmission ou bien les modes de transmission? Les modes de transmission sont essentiellement en rapport avec le matériel médico-chirurgical souillé,
la transfusion de sang souillé, la transmission par le sérum humain que l'on utilise pour faire du vaccin, et aussi par la salive, par les sécrétions génitales. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que en Afrique, comme nous vivons en contiguïté, dans une communauté où un patient a le virus, on retrouve la maladie chez les sujets contacts, ceux qui sont autour du patient pendant un certain temps dans la communauté. On peut donc parler d'une hépatite de l'inoculation ou de la seringue et d'une hépatite de la contiguïté. Clémence est une jeune fille qui a souffert de l'hépatite virale B. Avant que le mal ne soit diagnostiqué et traité, il a fallu du temps. Heureusement, aujourd'hui, Clémence est guérie. Mais comment a-t-elle vécu la période de sa maladie? Ma maladie a commencé en 2009. Je sentais un peu la fièvre à tout moment. Mais pour moi, au moins disons le palu. Pour dire le palu. Et on était parti à l'hôpital. Dans une clinique, on nous a dit que c'est de la fièvre typhoïde. Donc, on a fait les analyses et ils ont prescrit des produits. Donc, quand je prenais les produits, ça aggravait la maladie. Le papa a décidé d'aller à l'hôpital, à Tocoin, au CHU Tocoin, pour faire toutes les analyses. C'est arrivé là, on a fait les analyses, on disait qu'on ne sait pas de quelle maladie il s'agit. C'est avant, on s'est dit de faire l'hépatite pour voir si ou bien c'est ça. Parce que les gens, souvent la maladie là, on ne croit pas que les gens ont ça, mais quand on a fait, on voyait que c'est de l'hépatite. Et on disait, oh, pourquoi cette petite fille, elle souffre de l'hépatite? Et c'est de là, je vomissais, je n'arrivais pas à manger, même pour goûter, que mon ventre, il n'y avait rien dedans. Donc, quand je mange quelque chose, ça ne reste pas, ça doit ressortir. Mes yeux étaient, disons, rouges, même mon pipi, on dirait sous forme de Coca-Cola. Maintenant, vous allez nous aider à comprendre les manifestations cliniques de l'hépatite B. Autrement dit, quels sont les signes évocateurs de cette maladie? L'hépatite virale B se manifeste selon un mode variable quand il s'agit du début de la maladie. En phase aiguë, au début de la maladie évolue pratiquement comme un paludisme qui va, qui vient. Les signes du paludisme ils sont bien connus. Fièvre, courbature, vomissement, nausée. Et c'est quand il y a un signe additif qui est l'ictère, la coloration de la peau ou des téguments par la bilirubine, la coloration jaune, que l'on pense à cette maladie. Sinon, en phase aiguë, ça évolue exactement comme un paludisme qui va, qui vient. Le médecin fait un traitement du palu pendant 3 jours, ça a l'air d'aller et quelques temps après, les symptômes reviennent. Par contre, quand la maladie évolue selon le mode chronique, c'est-à-dire au-delà de 6 mois, il y a très peu de signes. Et des fois même, il n'y a pas du tout de signes. Et ce qui amène le patient à consulter des fois, c'est le couple insomnie la nuit et fatigabilité dans le courant de la journée. Parmi les hépatites virales connues, l'hépatite B semble être la plus fréquente. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le taux de prévalence de cette maladie au Togo? Il n'y a pas de statistiques officielles du taux de prévalence au Togo. Maintenant, en ce qui nous concerne, étant un centre régional de diagnostic, nous avons de 1973 aux années 2000 près de 10 000 cas où on peut chiffrer en moyenne ce taux de prévalence de 15 à 30% de la population ouest-africaine. À quelle autre maladie ressemble l'hépatite B? Comme je l'ai dit tantôt, selon le mode d'évolution aiguë, c'est-à-dire dans les 6 premiers mois d'évolution,
le diagnostic, On passe à un paludisme. voilà, le diagnostic est difficile à faire avec un paludisme. Tout le monde connaît les symptômes du paludisme. Bon, donc c'est un syndrome paluste qui traîne. Maintenant, le diagnostic de certitude, il va être fait au laboratoire par la prise de sang. Certaines maladies sont donc assimilables à d'autres de par leurs symptômes. Dans ce cas, il est important de poser le diagnostic différentiel pour lever tout soupçon et déterminer le traitement à suivre. Comment identifier avec efficacité le virus de l'hépatite virale B? Ce travail, il est fait par un biologiste. Comment procède-t-il pour dépister la maladie? Le diagnostic de certitude de l'hépatite B consiste à rechercher dans le sang du patient l'antigène HBs par le biais du principe de la réaction antigène-anticorps. Plusieurs méthodes peuvent être envisagées. La méthode d'immigration, par exemple, est celle qui utilise des anticorps avec un colorant. Le sang du patient est déposé dans cette fenêtre. L'antigène présent dans le sang du patient se fixe aux anticorps, migre progressivement et la réaction se termine par une coloration. Voici 2 tests qui sont positifs, 2 tests négatifs. Une autre méthode consiste à utiliser des enzymes. Cet appareil que vous voyez est un automate compact, multiparamétrique d'immunoanalyse. Il est composé de 2 modules, d'un module analytique et d'un module informatique constitué d'un écran, d'un clavier et d'une imprimante interne. Tous les tests s'effectuent d'une manière automatique jusqu'à la détection finale en fluorescence et les résultats sont imprimés. Tous ces tests sont sensibles, spécifiques, fiables et reproductibles. Dites-nous, docteur Dalmeda, est-ce que l'hépatite B peut être à l'origine d'autres maladies si elle n'est pas diagnostiquée à temps? Je voudrais parler par exemple des complications de la maladie. On a pu identifier 7 types différents de virus et selon l'origine géographique. Et le type européen évolue selon le mode aigu. Le virus, il entre dans l'organisme pendant 2 à 12 semaines, il se multiplie et il commence à s'exprimer. Et déjà au 4e mois, l'organisme commence à évacuer partiellement toute une bonne partie du virus, de telle façon que au terme de 6 mois, le virus a pu spontanément disparaître. A contrario, le type africain qui est le type E et que dans la littérature on catalogue de type sauvage évolue selon le mode chronique. C'est très rare de voir un porteur en Afrique évacuer spontanément le virus au bout de 6 mois. Ce qui fait que ce type d'évolution est souvent émaillé de complications. Parlons maintenant des complications. La présence prolongée du virus dans le foie l'amène à se multiplier et à remanier les structures du foie et à donner lieu à des complications du type de cirrhose. C'est un remaniement avec une nécrose, une sclérose, une nécrose du foie et qui à un moment donné est compensé, qui est équilibré, le patient ne sent pratiquement rien
Et contre toute attente, à tout moment, ça peut basculer dans la cirrhose décompensée avec du liquide qui gagne la cavité abdominale, qui gagne le ventre et qui amène le patient à être vidé. Mais quand on vide le patient, c'est une partie de son plasma qui est vidée, ce qui l'affaiblit. Et cette cirrhose décompensée va déboucher sur le cancer primitif du foie qui va emporter le patient. Des complications surviennent à un stade évolutif de toute maladie si elle n'est pas vite diagnostiquée et prise en charge donc précocement. Pour la surveillance des complications de l'hépatopathie virale B, l'imagerie médicale occupe une place importante. Mais que devons-nous comprendre par imagerie médicale et quel est son apport? Des explications avec le médecin radiologiste. L'imagerie médicale, c'est un ensemble de plusieurs techniques. Je peux citer la radiographie standard, l'échographie, le scanner, et puis nous avons aussi l'IRM, que nous définissons par l'imagerie par résonance magnétique. Donc ce sont ces différentes techniques-là qui sont désignées par le terme d'imagerie médicale. Et l'imagerie médicale, en fait, s'intègre souvent dans la surveillance de ces hépatopathies virales-là. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas que l'imagerie. Il va falloir que celui qui fait, celui qui utilise ces techniques-là, s'appuie sur les données cliniques, étiologiques, anatomiques et épidémiologiques du malade. Et dans les pathologies, surtout les pathologies virales du foie, l'imagerie intervient dans le diagnostic. C'est-à-dire qu'elle permet de dire qu'il s'agit de tel, et puis elle intervient aussi dans la surveillance de l'évolution du traitement. Mais il faut dire que l'imagerie ne peut pas faire le diagnostic. Le diagnostic est souvent fait par la biologie. C'est la biologie qui fait le diagnostic et l'imagerie vient pour pouvoir surveiller et savoir s'il y a des complications. Chez nous ici, la technique dont nous disposons, c'est l'échographie. Parce que c'est la technique la plus accessible, elle coûte moins cher, mais il faut ajouter que celui qui manipule l'échographie, s'il s'y connaît, cette technique suffit largement pour pouvoir faire le diagnostic des complications des hépatopathies virales. Il nous arrive des patients, par exemple pour ictère ou bien pour une augmentation du volume de l'abdomen. Vous voyez là, vous faites l'échographie, vous vous rendez compte que c'est un foie qui présente les caractéristiques d'une cirrhose. Vous voyez là, donc on fait le diagnostic de cirrhose et maintenant le correspondant a ses résultats et il demande dans le bilan les marqueurs de l'hépatite B. Il se rend compte que c'est l'hépatite B que le malade avait et qui a évolué pour donner cette cirrhose-là. Une fois que quelqu'un est atteint de la maladie, est-ce qu'il a une chance de guérir? Je me souviens des années 70, et encore en fin de formation en France, l'hépatite virale était une maladie à déclaration obligatoire nécessitant la mise en quarantaine. On prenait le patient, on le mettait entre 4 murs avec un régime au pain sec, sans graisse, sans alcool, jusqu'à ce que les signes cliniques s'améliorent et il n'y avait pas d'antiviral. Aujourd'hui, la prise en charge de la maladie a beaucoup évolué avec d'abord le mode et la meilleure connaissance du mode évolutif du virus et aussi avec la mise au point de médicaments qui agissent directement sur l'ADN. On parle d'inhibiteurs de la réplication virale. On sait qu'il y a de cela 20 ans, vous avez mis sur le marché un produit homologué, Depantivir. 20 ans après, alors est-ce que Depantivir continue de faire ses preuves dans le traitement de l'hépatite B? C'est le premier inhibiteur de la réplication virale connu et commercialisé. Et l'autorisation de mise sur le marché remonte à juin 1991. Et les médecins des hôpitaux, les médecins des cliniques les prescrivent aujourd'hui
avec de très bons résultats au niveau de l'activité thérapeutique et au niveau de la tolérance. L'intérêt du suivi et la prise en charge du traitement permettent aujourd'hui, au niveau de l'épidémiologie, de se rendre compte qu'il y a moins de complications dans la sous-région par rapport à ce qui prévalait il y a 20 ou 30 ans. Et Epantivir, comment il agit? Il agit en inhibant, en empêchant la multiplication de ce qui fait la force destructrice du virus, c'est-à-dire l'ADN. Au terme de 6 mois du traitement, il persiste l'antigène HBS, c'est-à-dire l'enveloppe persiste. Il ne faut pas que les patients s'étonnent du fait que cette protéine persiste. C'est cette protéine qui va amener progressivement l'organisme à fabriquer graduellement l'anticorps spécifique. Il y a d'abord 10 000 unités, 20, ainsi de suite, jusqu'à 500. À partir de cette protection par l'anticorps anti-HBS, c'est par cet anticorps qui va à un taux suffisant que l'organisme va évacuer l'antigène HBS. Et c'est là où le patient il est guéri. Après l'Epantivir, où en sommes-nous aujourd'hui avec vos recherches? Effectivement, il y a un homologue supérieur d'Epantivir qu'on appelle Staviral, qui donne de très bons résultats sur les pathologies virales que nous appelons les fièvres éruptives d'origine virale en pédiatrie. Et c'est un homologue supérieur Staviral qui est commercialisé depuis une dizaine d'années, qui donne de bons résultats en pédiatrie sur les maladies virales. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine. Une seule chose qu'on peut retenir, c'est que l'hépatite B, c'est une maladie réelle, une maladie qui existe. Est-ce que c'est une maladie qui peut être évitée? Si oui, parlez-nous des mesures préventives. La principale mesure préventive, c'est la vaccination. Cette vaccination, elle est efficace en petite pédiatrie. La couverture vaccinale est maximale quand, par exemple, les enfants sont vaccinés à bas âge. Et cette protection diminue quand il s'agit de sujets plus âgés. La protection, le taux de protection qui pouvait être à 90% chez les enfants peut chuter à 70% chez les adultes, chez qui, par ailleurs, il faut faire les tests d'abord avant de faire le vaccin, parce que ceux qui sont porteurs ne sont pas redevables du vaccin. Ailleurs, la prévention, c'est les mesures d'hygiène individuelle et collective. Éviter d'utiliser du matériel souillé, les seringues souillées, les aiguilles souillées, parce que le virus, il est thermorésistant. Il résiste à la stérilisation de tout ce matériel-là, stérilisé par voie humide. Donc, il faut privilégier l'utilisation du petit matériel jetable. Est-ce que vous avez des conseils particuliers? Il faut savoir que les idées reçues banalisent la maladie. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord décrit, les premières descriptions concernaient les modes évolutifs de la forme aiguë. Il vient, le virus vient et il part. Or, cette forme évolutive est très rare chez nous. Donc c'est le mode chronique qui prévaut à plus de 90%. Et quand, par exemple, il y a un sujet qui est porteur, il importe qu'il soit suivi. Et quand il est suivi, il y a un stade où il doit être traité. Et quand ce stade-là de traitement n'est pas pris en compte et qu'il y a les complications, il n'y a plus rien à faire. C'est vain de donner un antiviral à un patient qui a déjà développé une complication majeure. Parce que même s'il reste des virus, l'antiviral ne va pas restituer le foie bousillé en l'état. Et ce qui importe aussi, c'est la prophylaxie et c'est la vaccination du plus grand nombre de populations. Si la population est massivement vaccinée et si ceux qui sont porteurs sont pris en charge, donc il faut que le diagnostic de certitude soit posé précocement
et que le traitement, s'il doit être fait, le traitement doit être institué précocement avant la survenue des complications, parce que ces complications souvent sont irréversibles. C'est la fin de ce magazine. Toute l'équipe de Santé d'abord vous remercie et vous donne rendez-vous dans exactement 2 semaines pour un nouveau numéro de votre magazine. Au revoir et à très bientôt.